En seulement 18 mois, de la fin de 1947 au début de 1949, plus de 750 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leur foyer, des communautés entières disparues avant que la plupart du monde ne réalise ce qui se passait. Ce n'était pas une guerre soudaine, elle a commencé par un vote dans une chambre lointaine et s'est terminée avec des villages en flammes. L'ONU a appelé cela une partition, mais sur le terrain, cela ressemblait plus à une disparition. Comment l'Empire britannique, les milices sionistes et la politique de la guerre froide se sont-ils entrechoqués pour effacer un pays qui n'est jamais vraiment mort? C'est l'histoire non pas d'un seul événement, mais d'une réaction en chaîne, de la première proposition de l'ONU à l'effondrement de la société palestinienne, à la guerre civile et à la catastrophe qui a suivi. Parce que parfois l'histoire n'est pas écrite à l'encre, elle est gravée dans l'exil. Événement 1, 1945. Les survivants de l'Holocauste se voient refuser un refuge. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, tout le monde n'était pas libre. En Bavière, en Autriche, à travers les ruines de l'Europe, les survivants du génocide nazi ont émergé dans un monde aux portes verrouillées. À l'automne 1945, plus de 250 000 réfugiés juifs restaient dans des camps de personnes déplacées à travers l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Ce n'étaient pas des sanctuaires, c'étaient des enclos, d'anciennes casernes militaires, des camps nazis réaménagés encore entourés de barbelés. Un envoyé américain, Earl G. Harrison, a écrit « Dans l'état actuel des choses, nous semblons traiter les Juifs comme les nazis les traitaient, sauf que nous ne les exterminons pas. » Peu osaient retourner en Europe de l'Est, où la haine avait survécu au Reich. En 1946, dans la ville polonaise de Kielce, plus de 40 Juifs ont été assassinés par une foule. La guerre était terminée, mais l'antisémitisme ne l'était pas. Dans ce vide, les dirigeants sionistes sont intervenus, rapides et stratégiques. Pour David Ben-Gourion et d'autres, la situation des survivants est devenue une preuve politique. Un État juif souverain n'était plus seulement un rêve, c'était essentiel. Cette même année, le président américain Harry Truman a fait appel à la Grande-Bretagne, exhortant à l'admission de 100 000 réfugiés juifs en Palestine. Il a écrit « Le transfert de ces personnes malheureuses devrait maintenant être accompli avec la plus grande rapidité. » Mais la Grande-Bretagne a refusé. Toujours lié par le livre blanc de 1939, son quota de 5 ans de 75 000 immigrants était presque atteint. Les responsables britanniques craignaient qu'une migration supplémentaire n'enflamme les troubles arabes et ne menace les routes pétrolières et les alliances régionales. Les réseaux paramilitaires sionistes ont répondu par une escalade. La Haganah, à travers son opération Mossadli Aliyabet, a lancé une vague d'immigration illégale entre 1945 et 1948. Près de 70 000 réfugiés juifs ont embarqué sur des navires non autorisés à travers la Méditerranée. Un de ces navires, l'Exodus 1947, transportait plus de 4 500 survivants de l'Holocauste. Il a été intercepté par la marine britannique et renvoyé de force dans des camps de personnes déplacées en Allemagne. Les photographies de réfugiés juifs derrière des barbelés à nouveau sur le sol allemand ont choqué le monde. Les Palestiniens ont observé cela avec sympathie et une peur croissante. Ils voyaient une marée démographique monter. Ce qui avait commencé comme un filet ressemblait maintenant à un déluge. Les responsables britanniques, empêtrés dans des calculs impériaux et une pression croissante de toutes parts, ont refusé d'agir de manière décisive. Les régimes arabes ont condamné le sionisme publiquement, mais n'ont offert aucune véritable alternative pour la réinstallation. Pris entre la rhétorique et l'inaction, c'est le peuple palestinien qui a payé le prix. En 1946, le Parti arabe palestinien a déclaré « Nous ne nions pas les souffrances des Juifs, mais la Palestine n'est pas le prix que les Arabes doivent payer pour les crimes européens. » Et au sein même de la tradition juive, une autre voix a émergé. Le rabbin Elmer Berger, un critique juif éminent du sionisme, a écrit « Le judaïsme sait faire justice, avoir de la miséricorde et marcher humblement avec Dieu, et tout le reste est commentaire et d'importance secondaire. » Ces mots ont rappelé au monde que l'identité juive est enracinée dans l'éthique, pas dans le nationalisme. En 1946, la façon dont l'Occident voyait la Palestine avait changé. Les campagnes sionistes ont reformulé la crise. Ce n'était plus une expansion coloniale, il s'agissait de rédemption. Mais dans cette réécriture, autre chose a été perdue. Le peuple palestinien lui-même, toujours sous occupation britannique, toujours sans voix, a été poussé hors du cadre. La Nakba n'avait pas encore commencé, mais le monde avait déjà commencé à se préparer à la justifier. Personne n'avait demandé aux Palestiniens. Ils n'étaient pas invités aux conférences, pas cités dans les journaux,
pas consultés dans les décisions qui ont remodelé leur avenir. La sympathie du monde s'est dirigée ailleurs tandis que le sol sous leurs pieds changeait. Les survivants juifs cherchèrent la sécurité, les puissances occidentales cherchaient l'absolution et les dirigeants sionistes cherchaient un État, mais le prix serait payé par un autre peuple. Événement 2, 1945-1947, insurrection sioniste contre la domination britannique. Lorsque les portes se sont fermées, les murs n'ont pas été laissés sans défi dans les derniers jours de l'Empire. Alors que l'Europe reconstruisait ses ruines, une autre guerre prenait forme, plus silencieuse que les lignes de front, mais tout aussi destructrice. En Palestine, une résistance a changé de forme, passant des pétitions et de la politique à la dynamite et aux détonateurs. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas apporté la paix en Palestine. Elle a ouvert un nouveau front, non seulement entre Palestiniens et sionistes, mais désormais entre les milices sionistes et un empire britannique en déclin. En 1945, la pression avait atteint un point de rupture. Plus de 250 000 survivants juifs encore piégés dans des camps de personnes déplacées en Europe étaient interdits d'entrer en Palestine. Selon le livre blanc britannique de 1939, cette politique stipulait que pour chacune des 5 années suivantes, un quota de 10 000 immigrants juifs serait autorisé. Après cela, aucune autre immigration juive ne serait permise à moins que les Arabes de Palestine ne soient prêts à y consentir. Il y avait peu d'alternatives, et pour les dirigeants sionistes, le temps pressait. Pendant ce temps, les familles palestiniennes, toujours sous régime militaire, observaient avec une inquiétude croissante. Ce qui avait autrefois été une ambition politique ressemblait maintenant à une préparation militaire. 3 factions armées ont émergé. Haganah, la défense, la plus grande milice semi-officielle alignée avec l'agence juive. Irgun, dirigé par Menachem Begin, engagé dans une rébellion totale contre la domination britannique. Et Lehi, également connu sous le nom de Gang Stern, le plus radical, utilisant des assassinats et la terreur pour forcer une sortie. En octobre 1945, les 3 groupes ont lancé une insurrection coordonnée. La Haganah s'est concentrée sur la contrebande de réfugiés juifs en Palestine par le biais d'une opération connue sous le nom d'Aliyabet. De vieux navires étaient remplis de survivants et envoyés à travers la Méditerranée malgré les patrouilles navales britanniques. En même temps, Irgun et Lehi ont intensifié leurs attaques. Des postes de police ont été bombardés, des lignes de train sabotées, des convois embusqués. Entre 1945 et 1947, plus de 200 attaques ont été menées contre des cibles britanniques. La plus dévastatrice a eu lieu le 22 juillet 1946, lorsque des combattants de l'Irgun déguisés en travailleurs arabes ont planté des explosifs dans le sous-sol de l'hôtel King David, le siège administratif du mandat britannique. L'explosion a tué 91 personnes, 28 britanniques, 41 arabes et 17 civils juifs. L'Irgun a affirmé avoir émis des avertissements. Nous avons averti l'hôtel, le Palestine Post, le consulat français et le quartier général de la police de Palestine. Mais les autorités britanniques ont nié cela. Aucun avertissement n'avait été reçu par quiconque au secrétariat dans une position officielle avec le pouvoir d'agir. La réaction publique a été mondiale. De nombreux dirigeants juifs, y compris l'agence juive, ont condamné l'attaque. Mais en Palestine, le message était clair. La Grande-Bretagne n'était plus en contrôle. En réponse, les Britanniques ont lancé une répression massive le 29 juin 1946. Lors d'une opération connue parmi les Juifs sous le nom de Sabbat Noir, les troupes britanniques ont perquisitionné des dizaines d'institutions juives. Ils ont pris d'assaut 27 kibbutzim, saccagé l'agence juive et arrêté plus de 2700 personnes, y compris des dirigeants de la Haganah et des journalistes clandestins. Mais la répression n'a pas arrêté la révolte. Elle l'a approfondie. Même si l'agence juive de Ben Gourion condamnait publiquement l'Irgun et le Lehi à huis clos, la coordination se poursuivait. Un an plus tôt, la Haganah avait même lancé une campagne appelée La Saison, au cours de laquelle ils traquaient et remettaient les membres du Lehi aux Britanniques. Pourtant, lorsque la stratégie s'alignait, les alliances reprenaient. À l'international, le conflit mettait la Grande-Bretagne sous une pression croissante. Le président Harry Truman, ému par les rapports sur la souffrance des réfugiés, a écrit directement au Premier ministre britannique. Je communique directement avec vous, exhortant à ce que 100 000 Juifs soient autorisés à entrer en Palestine maintenant. La Grande-Bretagne a refusé, toujours engagée à équilibrer le soutien arabe et le pouvoir impérial. Elle a maintenu sa position, mais son emprise se relâchait. Ailleurs, l'Empire britannique s'effondrait déjà. L'Inde réclamait l'indépendance. L'Égypte se soulevait avec des troubles anticoloniaux, et le coût de l'occupation, morale, financier, militaire, augmentait rapidement. Au début de 1947, l'insurrection avait atteint son objectif.
la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle mettrait fin à son mandat sur la Palestine et a renvoyé l'avenir de la terre aux Nations Unies. Le champ de bataille est passé des bombes et des barricades à la diplomatie et à la partition. Mais la violence n'était pas terminée. Lorsqu'un empire tombe, il ne s'effondre pas d'un seul coup. Événement 3 1947, plan de partage de l'ONU et l'effondrement de l'avenir de la Palestine. Toutes les cartes ne sont pas dessinées à l'encre. Certaines sont gravées dans le silence, dans les promesses brisées, dans des vies redessinées sans permission. En 1947, le monde s'est réuni pour décider du sort de la Palestine. Mais la Palestine n'a pas été invitée. Au début de cette année-là, la Grande-Bretagne en avait assez. Épuisée par la guerre, battue par l'insurrection sioniste et perdant son emprise sur la région, elle a annoncé qu'elle mettrait fin à son mandat. La question de ce qui allait suivre a été confiée aux Nations Unies. Le 15 mai, l'ONU a formé un nouvel organe, le Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine. Il comprenait 11 pays dits neutres, la Suède, le Canada, l'Inde, l'Australie. Mais les grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, sont restées à l'écart, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elles préféraient l'influence à la neutralité. Les Arabes théo-palestiniens ont refusé de participer. Pour eux, c'était une insulte, une commission étrangère décidant de leur avenir sans leur consentement. Le comité arabe Aya a qualifié la mission de violation des droits d'un peuple autochtone. Ils voyaient où cela menait. Les dirigeants sionistes, en revanche, ont pleinement participé, accueillant les délégués avec des parades, présentant des dossiers détaillés et organisant des témoignages émouvants dans les camps de réfugiés à travers l'Europe. En coulisses, ils ont également tenu des réunions secrètes avec des milices clandestines, signalant leur préparation et leur influence. En septembre 1947, John Scott a publié son rapport. Il y avait deux options. Un plan minoritaire soutenu par l'Inde, l'Iran et la Yougoslavie préconisait un État fédéral unique avec des droits égaux. Mais le plan majoritaire, soutenu par 7 des 11, recommandait la partition. Deux États, un juif, un arabe, avec une union économique et une administration internationale pour Jérusalem. Mais même cette dichotomie était imparfaite. Aucune autre communauté n'a été prise en compte. Ni les chrétiens de Bethléem, ni les Druzes de Galilée, ni les Samaritains ou Bahaïs, ni les athées ou les familles mixtes qui ne correspondaient pas au recensement colonial. Les Britanniques et l'UNESCOP ont réduit une terre diversifiée à deux camps imaginés, et ils ont imposé une solution qui ignorait tous ceux qui vivaient entre les deux. Mais derrière les mots, le déséquilibre était clair. Le plan allouait 55% de la terre à l'État juif, même si les Juifs ne représentaient qu'un tiers de la population et possédaient moins de 7% de la terre. Plus de 400 000 Palestiniens se retrouveraient sous contrôle sioniste, sans garantie de droit ou de sécurité. Aucun transfert de population n'était mentionné, mais le déplacement était déjà en préparation. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU a voté. La résolution 181 a été adoptée, 33 pour, 13 contre, 10 abstentions. Mais le vote était loin d'être équitable. Les États-Unis ont fait pression en privé sur des États comme Haïti, le Libéria et les Philippines pour qu'ils changent leur vote. Les Soviétiques, désireux de saper le colonialisme britannique, ont également soutenu la partition. Et la Grande-Bretagne, l'empire qui avait régné sur la Palestine pendant des décennies, s'est abstenu. Sachant pertinemment que la guerre suivrait, les dirigeants sionistes ont célébré. Chaim Weizmann a qualifié cela de moment de rédemption. Mais en privé, David Ben Gourion était clair. L'État n'est pas la fin, mais le début. La partition était une étape, pas une conclusion. Les Arabes palestiniens et la Ligue arabe ont rejeté la résolution. Leur déclaration commune a déclaré « Cette décision est une agression, un déni de justice, une violation des droits du peuple arabe ». Ils n'avaient pas été consultés. Leur patrie avait été divisée sans eux. Les dirigeants arabes ont averti que la guerre suivrait, non par choix, mais par nécessité. Sur le terrain, le déséquilibre se déroulait déjà. La société palestinienne, fragmentée par des années de répression britannique, manquait d'armes, de coordination et de soutien international. Les milices sionistes, quant à elles, étaient entraînées, financées et unies. En quelques jours, la violence a éclaté. De décembre 1947 à mai 1948, plus de 200 villages palestiniens ont été attaqués. Certains ont été vidés par la peur, d'autres par la force. Massacres, expulsions, représailles. Bien avant qu'une armée arabe ne franchisse la frontière, la Nakba avait commencé. Plus de 750 000 Palestiniens ont été déplacés, des communautés entières effacées, sans qu'une guerre ne soit officiellement déclarée. Le plan de partage de l'ONU, salué en Occident comme une solution, a marqué l'effondrement formel de l'avenir politique de la Palestine.
Événement du 4 décembre 1947 à mai 1948, guerre civile avant la Nakba. Une ligne tracée sur une carte ne s'arrête pas au papier. Elle traverse les rues, les maisons, les souvenirs. Après le vote des Nations Unies, la Palestine ne s'est pas divisée, elle a saigné. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 181 approuvant le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. La décision a déclenché des célébrations dans tout le mouvement sioniste et un rejet immédiat par les Arabes palestiniens qui représentaient les 2/3 de la population. En quelques heures, les combats ont éclaté. En quelques jours, la Palestine a commencé à se désintégrer. Entre décembre 1947 et mai 1948, plus de 200 incidents violents ont été enregistrés. Embuscades, attentats à la bombe, raids de villages. Les milices palestiniennes se sont mobilisées, mais elles étaient fragmentées et sous-armées. Les forces sionistes, en particulier la Haganah, l'Irgun et le Lehi, étaient coordonnées, militarisées et recevaient des armes de Tchécoslovaquie et d'Europe de l'Est. Le déséquilibre était clair et mortel. Le 30 décembre, des militants de l'Irgun ont lancé des grenades sur une foule de travailleurs arabes devant la raffinerie de pétrole de Haïfa. En représailles, les ouvriers arabes se sont retournés contre leurs collègues juifs. À l'intérieur, 39 ont été tués. Ce cycle de violence, d'attaques et de représailles s'est rapidement intensifié. En mars 1948, la Haganah a approuvé le plan Dalet. Ses auteurs affirmaient qu'il était défensif, mais des historiens comme Ilan Pappé et Walid Khalidi montrent qu'il a permis l'expulsion militaire de villages entiers. Il est devenu le modèle de ce que les Palestiniens appelleraient bientôt la Nakba. Le 9 avril, l'Irgun et le Lehi ont attaqué le village de Deir Yassin. Plus d'une centaine de civils ont été tués, y compris des femmes et des enfants. Le massacre a provoqué une onde de choc à travers le pays. Les villages se sont vidés non seulement par peur, mais sous le siège, les bombardements et la guerre psychologique. À Haïfa, les troupes britanniques ont organisé des corridors d'évacuation. Mais en se retirant, les forces de la Haganah ont pris des quartiers clés. Les civils ont été bombardés au point de contrôle. Des haut-parleurs diffusaient des avertissements. Des bateaux remplis de familles ont mis le cap sur le Liban. À la fin avril, la plupart des 70 000 Arabes de Haïfa étaient repartis. Le 14 mai, le jour où Israël a déclaré son indépendance, plus de 300 000 Palestiniens avaient déjà fui. Les villes ont été dépeuplées, les villages rasés, et le pire était encore à venir. Ce n'était pas un malentendu tragique, c'était le résultat d'une planification militaire, d'une stratégie politique et d'une complicité internationale. Une catastrophe construite non seulement avec des balles, mais avec des cartes et le silence. La phase de guerre civile a brisé toute illusion de partition pacifique. La Palestine n'était pas en train d'être divisée, elle était en train d'être effacée. Il y a des blessures plus profondes que les trous de balles, des blessures qui déchirent la langue, la mémoire, les fondations de la maison. Dans l'incendie des villages palestiniens, le monde a choisi de ne pas voir la fumée. Mais ce qui est devenu après le 14 mai irait bien au-delà de la guerre civile. Cela deviendrait l'une des catastrophes les plus durables de l'ère moderne. Plus de 750 000 Palestiniens, plus de la moitié de la population, seraient forcés à l'exil. Plus de 500 villages et villes effacés. Des générations entières suspendues entre les frontières, entre les souvenirs, entre les silences. قالوا إن الأصوات ستجلب السلام لكن حبر عام 1947 كان لا يزال رطبا عندما بدأ الدم في السيلان. ما تكون هذه بعد النكبة، كانت هذه النار التي أشعلت الفتيل. على مدار الفصول الأربعة الماضية تتبعنا كل كسر، من الدبلوماسية السرية إلى التهجير القسري، من الصمت في الأمم المتحدة إلى الشاشات في شوارع حيفا. لكن هذا الانهيار لم يكن حدثا واحد، كان نظاما. وفي حلقتنا اللي ما بنشاهد ما يحدث عندما ينهار هذا النظام تماما. النكبة، مدن كاملة محيت، أكثر من 750 ألف فلسطيني تم دفعهم إلى المنفى. كارثة أعادت تشكيل العالم الحديث. إذا أثرت فيك هذه الحلقة بلاتها رح تنتهي هنا، شاركها بدلها تتحرك من خلالك، وأخبرني في التعليقات عن اللحظة اللي صدمتك أكثر والحقيقة اللي بقيت معك. وإذا كنت تريد معرفة المزيد من الأصوات في الخطوط الأمامية فإليك 6 مبدعين ومفكرين وناقلين للحقيقة يستحقون المتابعة. تحقق من بيسان عودة على إنستغرام.
مخرجة فلسطينية وصحفية في الخطوط الأمامية، فازت بجائزة بيبودي لعام 2024 لتغطيتها من غزة. إنها توثق التاريخ في الوقت الحقيقي. يمكنك متابعة نحن لسنا أرقاما على إنستغرام وتحقق من موقعهم الإلكتروني wearenotnumbers.org. هم مجموعة من الكتاب الفلسطينيين الشباب يشاركون مقالات وقصائد وذكريات، كلماتهم خام حميمة ولا تنسى، لذا يرجى التحقق منهم. تابع بلاستيا العقاد على إنستغرام، شاعرة وصحفية شجاعة تشارك واقع غزة اليومي مع كتاب قادم بعنوان عيون غزة، قصصها حنونة ولا تعرف الرحمة. شاهد أبزوربر واي تي على يوتيوب وتيك توك، حيث ينشر حمزة سعدة مقابلات في الشوارع وتأملات من داخل غزة. إنه واحد من أكثر المبدعين تواضعا وإخلاصا في توثيق الحياة اليومية تحت الحصار. يانا جهاد التي يمكن العثور عليها على إنستغرام هي واحدة من أصغر الصحفيين في العالم، تقدم تقارير من قريتها النبي صالح منذ الطفولة. صوتها جريء ومتجذر بعمق. وأخيرا وليس آخرا، يمكنك الاستماع إلى نيكاب على يوتيوب وسبوتيفاي، مجموعة راب مقرها بلفاست تستخدم منصتها للتحدث ضد عنف الدولة الاستعماري وإسكات الأصوات الفلسطينية. حتى عندما حاولت وسائل الإعلام البريطانية فرض الرقابة عليهم، وقفوا بثبات، جلبوا فلسطين إلى غلاستونبري وما بعدها. رسالتهم واضحة وأعلى من المؤسسات التي تحاول دفنها. إلى واحدة من أكثر عمليات التهجير تدميرا في التاريخ الحديث التي تم إخفاؤها من قبل من روى القصة. يجب ألا يتم محو فلسطين العنيف مرة أخرى. سنراكم في الفصل التالي. حتى ذلك الحين انشروا الحقيقة، استمروا في التعلم، والأهم من ذلك اعتنوا ببعضكم البعض.